Chapitre 1. L'esprit qui se réécrit lui-même. Je vais te raconter quelque chose qui changera à jamais la manière dont tu perçois ton propre cerveau. Dans les 7 prochaines minutes, tu découvriras pourquoi tout ce qu'on t'a enseigné sur les limites de l'esprit humain n'est qu'un mensonge délibéré. Un mensonge conçu pour maintenir l'humanité dans un état d'impuissance médicale et spirituelle. En 1998, une femme du nom de Barbara Arrowsmith Young possédait le cerveau d'une personne atteinte d'un grave trouble d'apprentissage. Elle ne pouvait pas lire le fieur sur une montre. Elle ne comprenait pas les relations de cause à effet. Elle vivait dans un brouillard mental constant. Les médecins lui avaient dit que son cas était incurable, qu'elle devait se résigner à vivre une existence limitée. Mais Barbara fit quelque chose que la neurologie jugeait impossible. Elle décida d'entraîner son cerveau comme un muscle. Pendant des années, elle pratiqua des exercices mentaux très précis, conçus pour renforcer les zones endommagées de son cerveau. Le résultat documenté par l'Université de Toronto fut stupéfiant. Elle créa littéralement de nouvelles connexions neuronales là où il n'en existait aucune auparavant. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que Barbara ne s'est pas simplement guérie. Elle a développé une intelligence supérieure à la moyenne. Son quotient intellectuel a grimpé de 40 points au-dessus du niveau standard, et c'est ici que l'histoire devient étrange. En 2009, des chercheurs de Harvard ont scanné le cerveau de Barbara et ont découvert quelque chose qui défie toute la neurologie traditionnelle. Elle avait créé de nouvelles structures cérébrales. Des régions entières de son cerveau, auparavant considérées comme des zones mortes, brillaient désormais d'une activité neuronale intense. Elle avait littéralement réécrit l'architecture physique de son esprit. Cette capacité du cerveau à se transformer lui-même est connue sous le nom de neuroplasticité. Mais ce que la science officielle ne veut pas que tu saches, c'est que les anciens alchimistes connaissaient déjà ce principe il y a plus de 3000 ans. Hermès Trismégiste écrivit sur les tablettes Émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est alphi intérieur est comme ce qui est alphi extérieur. Les Égyptiens savaient que l'esprit conscient pouvait transmuter non seulement les pensées, mais la matière physique du cerveau lui-même. Les chamans tibétains pratiquaient un art ancien appelé Tsalung, qui signifie littéralement le chemin de la transformation du cerveau. Pendant des siècles, ils ont utilisé des techniques de visualisation et de respiration pour créer de nouveaux réseaux neuronaux, ce qu'ils appelaient l'éveil du lotus aux 1000 pétales. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agissait de neurogénèse, la création de nouvelles cellules nerveuses dans le cerveau adulte. Mais avant de te révéler la technique exacte que Barbara utilisa, et que les moines tibétains ont perfectionné pendant des millénaires, tu dois comprendre le principe fondamental qui régit toute transformation cérébrale. Ton cerveau obéit à une loi que la neuroscience a confirmée, mais que la médecine traditionnelle préfère ignorer. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Cela signifie que chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu ressens, chaque image que tu visualises recable littéralement ton cerveau. Lorsque tu répètes un schéma mental pendant 17 minutes par jour, durant 21 jours consécutifs, tu crées des autoroutes neuronales permanentes. Voici maintenant la technique interdite que Barbara utilisa, fondée sur les principes hermétiques de la transmutation mentale. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Respire profondément 3 fois, permettant à ton esprit de s'apaiser. Visualise ton cerveau comme un univers de lumière liquide, malléable, rayonnant. Identifie une zone précise que tu souhaites améliorer, la mémoire, la créativité, la concentration. Imagine-la comme une région sombre ayant besoin d'être illuminée. À chaque respiration, envoie des courants de lumière dorée vers cette zone. Vois de nouvelles connexions neuronales se former, scintillant comme des éclairs d'électricité sacrée. Sens ces nouvelles routes lumineuses devenir solides, vibrantes, vivantes. Maintiens cette visualisation pendant exactement 17 minutes, laissant la sensation de transformation physique s'intégrer dans ta conscience. Si cela te paraît familier, c'est que ton âme connaît déjà cette vérité. Ton cerveau attend simplement que tu prennes le contrôle conscient de son évolution. Lorsque tu maîtrises cette technique, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ton cerveau ne se répare pas seulement, il se met à jour. Tu développes des capacités que tu croyais impossibles. Ton intelligence s'élargit. Ta créativité explose. Ta capacité de guérison se multiplie de façon exponentielle. Et tout cela n'est que le premier échelon vers quelque chose de fait encore plus profond. La découverte que ton esprit peut réécrire. Non seulement sa propre structure, mais la réalité physique qu'il fait entoure. Chapitre 2. Le mythe de l'irréversible. Ce que tu t'y apprêtes
à découvrir au cours des 7 prochaines minutes, va démolir le dogme médical, le plus dangereux de toute l'UFI. Histoire. La croyance que les lésions cérébrales sont permanentes et irréversibles. À l'hôpital Johns Hopkins en mars 2003, les médecins furent confrontés à un cas qui allait défier tout leur savoir. Une femme de 34 ans, Sarah Martinez, avait subi un accident vasculaire cérébral massif qui avait détruit 60% de son hémisphère gauche. Les scanners révélaient un paysage cérébral dévasté et des zones entières responsables de la parole, de la mémoire et du mouvement moteur avaient été complètement anéanties. Le verdict médical fut catégorique, Sarah resterait dans un état végétatif permanent. Mais son mari, Michael, ingénieur à la NASA, refusa d'accepter cette condamnation. Pendant 18 mois, chaque jour sans exception, Michael parla à Sarah pendant 4 heures d'affilée. Il lui faisait écouter sa musique préférée, lui décrivait des photographies de leur vie commune et créait pour elle des exercices de stimulation sensorielle qu'il avait lui-même conçus, basés sur des principes d'ingénierie neuronale. Ce qui arriva ensuite fut documenté par le docteur Norman Dwadge dans ses archives, classées sur les récupérations impossibles. Sarah non seulement se réveilla, mais son hémisphère droit avait assumé toutes les fonctions de l'hémisphère détruit. Et ce que personne ne t'y a dit, c'est que Sarah ne retrouva pas seulement ses capacités originales. Elle développa des dons qu'elle n'avait jamais possédés auparavant. Sa mémoire devint photographique. Ses compétences mathématiques explosèrent à des niveaux proches du génie. Le détail qui change tout. Lorsque les neuroscientifiques de Harvard examinèrent son cerveau 5 ans plus tard, ils découvrirent que Sarah avait créé des connexions neuronales entièrement nouvelles qui n'existent pas dans les cerveaux normaux. Elle avait évolué neurologiquement au-delà de l'humain typique. Cette transformation impossible révèle une vérité que la médecine officielle a cachée pendant des décennies. Le cerveau n'est pas une machine fixe qui se détériore de façon irréversible. C'est un univers quantique en perpétuelle recréation, capable de se régénérer, de se réorganiser et d'évoluer d'une manière qui défie toute logique matérialiste. Et c'est ici que tout devient étrange. Les anciens sages d'Alexandrie connaissaient déjà ce principe, il y a 2500 ans. Dans les temples de guérison d'Asclépios, les prêtres médecins pratiquaient ce qu'ils appelaient l'anastasis encéphalique, littéralement, la résurrection du cerveau. Les patients souffrant de lésions neurologiques sévères étaient soumis à des rituels précis combinant privation sensorielle, sons de fréquences spécifiques et visualisation guidée. Les textes hermétiques décrivent ces processus comme la mort de l'ancien cerveau et la naissance du cerveau divin. Pythagore enseignait que le cerveau humain contenait des géométries sacrées autocuratives, pouvant être activées par l'application du nombre d'or aux ondes cérébrales. Les Égyptiens, eux, connaissaient la technique de la renaissance de Ra dans l'esprit obscurci. Ce que ces maîtres anciens savaient, et que la neuroscience moderne redécouvre en secret, c'est que le cerveau obéit à des lois quantiques de superposition. Chaque neurone existe simultanément dans plusieurs états potentiels, jusqu'à ce que la conscience effondre ses possibilités en une réalité spécifique. Mais avant de te révéler le protocole exact que Michael utilisa pour ressusciter le cerveau de Sarah, tu dois comprendre la loi fondamentale qui gouverne toute régénération neurologique. Le cerveau possède ce que les neuroscientifiques appellent une réserve cognitive cachée, d'immenses régions dormantes pouvant être activées dans des conditions extrêmes. Lorsque tu appliques une stimulation spécifique pendant des périodes critiques, ces zones s'éveillent et assument les fonctions perdues à jamais, croyait-on. Le protocole exige une précision mathématique. 90 minutes de stimulation quotidienne, divisées en 6 sessions de 15 minutes chacune, avec exactement 45 minutes de repos entre chaque session. Voici la technique interdite qui ressuscita le cerveau de Sarah. Place tes mains sur la tête de la personne, ou sur la tienne, si tu travailles sur toi-même. Visualise des courants de lumière violette s'écoulant de tes paumes vers les zones endommagées. Pendant que tu maintiens cette visualisation, parle sans t'arrêter pendant 15 minutes, en évoquant des souvenirs précis et détaillés du passé de la personne. La clé secrète réside dans la répétition exacte. Tu dois raconter le même souvenir 3 fois de suite, en ne changeant que les détails sensoriels sur lesquels tu insistes. Première répétition, concentre-toi sur les sons. Deuxième, sur les couleurs et les textures. Troisième, sur les sensations physiques et les émotions. Entre chaque session, fais jouer de la musique que la personne associe à des moments heureux de sa vie, spécifiquement accordée à 432 Hz. Une fréquence résonante qui active ce que les anciens appelaient la mémoire de l'âme dans le cerveau. Si cela te semble familier,
c'est que ta conscience reconnaît cette technologie sacrée que tu maîtrisais déjà dans d'autres vies. Lorsque tu appliques ce protocole avec une dévotion absolue, tu es témoin de phénomènes qui défient toute explication médicale. Le cerveau commence à se reconstruire selon des motifs géométriques parfaits. De nouveaux réseaux neuronaux apparaissent comme des constellations de lumière. Les fonctions autrefois perdues reviennent, plus puissantes qu'avant. Et peu à peu, la personne ne retrouve pas seulement ce que celle avait perdu. Elle accède à des capacités latentes qui dormaient, attendant le moment parfait pour se manifester, révélant que le véritable pouvoir de guérison n'a jamais résidé dans la médecine extérieure, mais dans l'étincelle divine qui anime chaque cellule de ton cerveau. Chapitre 3. Le pont entre la science et l'esprit. Dans les 7 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi la neuroplasticité n'est pas une découverte moderne, mais la confirmation scientifique d'une technologie spirituelle que les anciens maîtres dominaient depuis des millénaires. Au laboratoire de neurosciences de Stanford, en 2015, un événement extraordinaire changea à jamais notre compréhension du cerveau humain. Le docteur Andrew Huberman étudiait les cerveaux de moines tibétains, ayant pratiqué la méditation pendant plus de 40 ans. Les résultats des scanners révélèrent quelque chose de inexplicable, selon la science conventionnelle. Ces moines avaient développé des structures cérébrales qui n'existent pas chez les êtres humains ordinaires. Leurs cortex préfrontaux étaient 300% plus denses que la moyenne. Leurs hippocampes montraient une neurogénèse active, même à 70 ans. Mais le plus perturbant, c'était la fréquence de leurs ondes cérébrales. Elles opéraient dans des gammes de 200 Hz, des fréquences qu'aucune autre activité humaine n'avait jamais produites, excepté dans des états mystiques d'illumination rapportés par des saints ou des prophètes. Ce que personne ne t'a dit, c'est que lorsque le Doc Huberman demanda à ses moines de décrire leur technique, ils mentionnèrent tous les mêmes principes que ceux présents dans les textes alchimiques, vieux de 5000 ans. Ils parlaient de transmutation de la matière cérébrale, utilisant les mêmes mots qu'Hermès Trismégiste dans les manuscrits hermétiques. Le détail qui change tout. Ces moines ne inventaient rien de nouveau. Ils réappliquaient une science spirituelle ancienne, documentée dans les Védas, les textes égyptiens de Thoth et les parchemins alchimiques médiévaux. La neuroplasticité a toujours existé. Les anciens l'appelaient simplement l'art royal de la transmutation mentale. Dans les temples de Karnak, il y a 4500 ans, les prêtres égyptiens pratiquaient des cérémonies appelées Keper, signifiant transformation. Les hiéroglyphes décrivent des techniques précises pour modeler le cerveau comme une argile sacrée. Les initiés passaient des années dans des chambres souterraines, appliquant des protocoles rigoureux de respiration, de visualisation et de chant vibratoire. Ce processus donnait naissance à ce qu'ils appelaient le cerveau de Ra, symbole du renouveau spirituel et de la conscience illuminée. Et voici la partie la plus étrange. Lorsque des archéologues modernes ont analysé les crânes découverts dans ces chambres initiatiques, ils trouvèrent des modifications neurologiques anormales, des régions hypertrophiées dans les zones du cerveau associées à la perception extrasensorielle, à l'intuition et à des états de conscience non ordinaires. Les textes sanscrits vieux de 3000 ans décrivent le vikasa, l'expansion volontaire du cerveau par des techniques yogiques spécifiques. Les rishis védiques connaissaient 108 méthodes différentes pour générer de nouveaux réseaux neuronaux, chacune correspondant à une fonction mentale distincte, ce qu'ils appelaient les siddhis, les pouvoirs psychiques. Nous comprenons maintenant qu'il s'agissait simplement de fonctions cérébrales latentes, inactivées par la neuroplasticité dirigée. Pythagore, lui, fonda à Crotone une école secrète, où il enseignait la géométrie du cerveau, l'usage de proportions mathématiques sacrées, pour restructurer l'esprit. Ses élèves pratiquaient des exercices, combinant les mathématiques et la méditation, pour développer ce qu'il appelait le nous divin, l'intelligence supérieure. Les archives historiques indiquent que ces étudiants développaient effectivement des capacités cognitives surhumaines. Mais avant de te révéler la synthèse exacte entre ces techniques ancestrales et la neuroscience moderne, tu dois comprendre le principe fondamental qui relie l'esprit à la matière cérébrale. La conscience ne est pas produite par le cerveau. La conscience utilise le cerveau comme un instrument de manifestation physique. Lorsque tu diriges ta conscience, avec une précision chirurgicale, vers une région spécifique de ton cerveau, tu sculptes littéralement de nouvelles structures neuronales. Ce processus, les alchimistes l'y fait appeler solve et coagula, dissoudre et cristalliser. Voici la technique de fusion science. Esprit que j'utilise personnellement, assieds-toi en position de lotus ou sur une chaise confortable. Synchronise ta respiration selon le rythme 4.
Inspire pendant 4 secondes, garde-le faire 7 secondes. Expire pendant 8 secondes. Répète ce cycle exactement 20 et une fois pour activer ton système nerveux parasympathique. Maintenant, visualise ton cerveau comme un temple de cristal liquide. Chaque respiration envoie des vagues de lumière dorée qui réorganisent les structures neuronales selon des motifs de géométrie sacrée. Garde dans ton esprit l'intention claire de fusionner la sagesse ancienne avec la connaissance moderne. Laisse ta conscience s'étendre au-delà des limites de ton crâne jusqu'à se connecter au réseau neural cosmique que les Védas appelaient Akasha. Pratique cette technique pendant exactement 33 minutes, chaque matin à l'IFOB, durant 40 jours consécutifs. Le nombre 33 correspond à la fréquence de résonance du système nerveux central. Les 40 jours activent ce que les kabbalistes appelaient tikkun, la correction et la perfection neuronale. Si cela te semble familier, c'est que ton âme se souvient des initiations égyptiennes où tu as maîtrisé ces arts sacrés. Quand tu intègres la science moderne à la sagesse ancestrale, un phénomène miraculeux se produit dans ton cerveau. Les réseaux neuronaux commencent à s'organiser selon des motifs fractales parfaits. Ton intuition fusionne avec ta logique, créant une intelligence hybride supérieure. Tu accèdes simultanément à la connaissance empirique et à la révélation directe. Et peu à peu, tu comprends que la séparation entre la science et la spiritualité ne s'y était que fut une illusion artificielle, conçue pour fragmenter un pouvoir qui, lorsqu'il est unifié, fait de tout être humain un mage quantique, capable d'influencer consciemment la structure même de la réalité physique. Chapitre 4. Le langage caché des neurones. Je vais te révéler, au cours des 7 prochaines minutes, le secret le plus gardé de la neuroscience moderne. Tes pensées ne sont pas une simple activité électrique abstraite, mais de véritables commandes de programmation qui réécrivent littéralement la structure physique de ton cerveau. Au Max Planck Institute de Berlin, en 2000, la neuroscientifique Dr. Livia Blackwood réalisa une expérience qui allait bouleverser à jamais notre compréhension de la manière dont la pensée crée la réalité physique. Elle sélectionna 200 volontaires, qu'elle divisa en 2 groupes. Au premier groupe, elle demanda de répéter mentalement, chaque matin pendant 30 jours, 12 minutes durant, la phrase suivante. Mon cerveau se régénère et se renforce à chaque seconde. Le second groupe, lui, devait simplement penser à des concepts neutres, comme des calculs mathématiques de base. Les résultats défièrent toute explication scientifique. Le premier groupe montra une croissance de 23% de matière grise, dans les zones liées à la mémoire et à l'apprentissage. Mais le plus déroutant fut ceci. Des analyses plus poussées révélèrent que ces participants avaient développé de nouveaux types de synapses, des structures neuronales jamais observées chez l'être humain. Leurs neurones avaient évolué morphologiquement. Ce que personne ne t'y a dit, c'est que la Dr. Blackwood s'y était inspirée de manuscrits médiévaux qu'elle avait découverts dans la bibliothèque du Vatican. Ces textes alchimiques de Paracelse décrivaient exactement le même processus, utilisant cette formule « verbam fabrica cerebrum ». Les mots de l'esprit façonnent le cerveau. Le détail qui change tout. Chaque neurone de ton cerveau possède ce que les biophysiciens appellent des récepteurs sémantiques, des structures moléculaires qui répondent non seulement au son, mais au sens et à l'sis, intention de tes pensées. Lorsque tu maintiens une pensée pendant plus de 68 secondes, ces molécules commencent à réorganiser l'ADN neuronal, activant des gènes dormants et créant des protéines qui reconstruisent littéralement l'architecture cellulaire. Dans les temples de Delphes, il y a 2800 ans, les Pythis connaissaient déjà cette science sous le nom de logogénèse, la création par le verbe sacré. Les prêtres grecs avaient développé des formules mentales, que Philis appelait nous poétiques, des séquences précises de mots et d'images intérieures, capables de provoquer des transformations physiques dans le cerveau. Et voici la partie la plus étrange. Lorsque des archéologues modernes découvrirent les chambres secrètes, sous le fait oracle de Delphes, ils trouvèrent des gravures de pierre, décrivant avec une précision inouïe les processus de neurogénèse que la science contemporaine commence à peine à comprendre. Les anciens Grecs connaissaient le nom exact de neurotransmetteurs et décrivaient leur fonction avec une justesse qui rivalise avec les manuels universitaires modernes. Les manuscrits védiques, eux, contiennent le concept de Shabda Brahman, la science du verbe créateur appliquée au cerveau humain. Les rishis avaient catalogué 108 000 mantras différents, chacun conçu pour activer des régions cérébrales spécifiques. Les bija mantras, ou mantras semences, étaient des formules sonores générant des fréquences précises, capables de stimuler la production de facteurs neurotrophiques.
les kabbalistes hébreux développèrent le Sefer Yetzira, où ils décrivaient comment les 22 lettres de l'alphabet sacré correspondaient à 22 types de connexions neuronales. Chaque lettre, lorsqu'elle est visualisée et chantée correctement, active des circuits spécifiques du cerveau et génère des motifs géométriques parfaits dans le réseau neuronal. Mais avant que je te livre la formule exacte, pour programmer ton cerveau à l'aide de pensées spécifiques, tu dois comprendre la loi quantique, qui régit la communication entre la neurone et la conscience. Chaque pensée génère un champ électromagnétique, avec une fréquence unique. Lorsque cette fréquence entre en résonance avec celle de une région cérébrale, elle active instantanément les gènes nécessaires à la formation des structures physiques, qui matérialisent cette pensée dans ta réalité biologique. Voici la technique de programmation neuronale utilisée par les initiés de Delphes. Au réveil, avant de s'ouvrir les yeux, forme mentalement une phrase de 7 mots exactement, décrivant la transformation que tu veux créer dans ton cerveau. Par exemple, ma mémoire devient photographique et parfaite. Ou ma créativité coule librement et sans limite. Répète cette phrase exactement 108 fois, tout en visualisant des flux de lumière violette pénétrant les zones spécifiques du cerveau que tu souhaites transformer. La répétition doit être précise, ni plus ni moins de 108 fois. Ce nombre correspond à la fréquence de résonance quantique du système nerveux central. Entre chaque répétition, observe un silence de 3 secondes exactes. Pendant ce silence, laisse la vibration des mots se enraciner profondément dans le tissu neuronal. Ressens comment chaque cellule reçoit et traite l'information quantique contenue dans ton intention consciente. Pratique cette technique pendant 49 jours consécutifs. Le 49e jour marque le moment où les nouvelles structures neuronales deviennent permanentes et autosuffisantes. Si cela te semble familier, que ta conscience reconnaît cette technologie sacrée, que tu utilisais jadis dans les mystères éleusyniens, lorsque tu maîtrises le langage caché des neurones, quelque chose d'extraordinaire s'éveille dans ton esprit. Tes pensées deviennent des sculpteurs quantiques, modelant la matière neuronale avec une précision artistique. Chaque mot que tu prononces intérieurement devient un algorithme de transformation cellulaire. Ton vocabulaire mental s'élargit, incluant désormais des fréquences capables d'y activer des fonctions cérébrales dormantes. Et peu à peu, tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des pensées extérieures, mais dans ta capacité à devenir le programmeur conscient de ta propre évolution neurologique, en écrivant dans le langage secret que tes neurones attendaient de t'entendre depuis le moment même de ta naissance. Chapitre 5. La maladie comme mémoire effaçable. Dans les 7 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi toute maladie n'est, et rien des autres, qu'une mémoire erronée enregistrée dans ton système nerveux, et comment tu peux effacer ces mémoires pathologiques pour restaurer la perfection originelle de ton corps. À la clinique Mayo du Minnesota, en 2000, un événement impossible força l'Eft Establishment médical à remettre en question ses fondements les plus sacrés. Une femme nommée Elena Vasquez arriva souffrant d'une fibromyalgie sévère, qui l'avait clouée au lit depuis 8 longues années. Tous les traitements conventionnels avaient échoué. Les médecins la considéraient comme un cas désespéré, sans espoir de guérison. Mais Elena avait découvert les travaux du Dr Joe Dispenza sur la reprogrammation neurologique. Pendant 6 mois, elle pratiqua une technique spécifique, consistant à accéder consciemment aux mémoires neuronales, où son cerveau avait enregistré les schémas de douleur. Au lieu de lutter contre la douleur, Elena apprit à réécrire littéralement les mémoires cellulaires qui la généraient. Le résultat, documenté par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, fut stupéfiant. Elena non seulement guérit complètement, mais développa une résistance à la douleur 4 fois supérieure à la moyenne humaine. Mais ce que personne ne tia, c'était que les scanners révélèrent quelque chose de encore plus extraordinaire. Elle avait effacé totalement les réseaux neuronaux associés à la fibromyalgie, les remplaçant par des circuits entièrement nouveaux, liés à la santé optimale. Le détail qui change tout. Lorsque les neuroscientifiques analysèrent ces biomarqueurs, ils découvrirent qu'Elena avait régénéré son ADN, réversant 15 ans de vieillissement cellulaire. Ses télomères étaient plus longs que ceux de personnes 20 ans plus jeunes. Elle s'était rajeunie génétiquement, simplement en effaçant les mémoires pathologiques de son système nerveux. Cette capacité à effacer les mémoires de la maladie était connue des anciens guérisseurs égyptiens, sous le nom de Sebet, la purification des archives akashiques du corps. Dans les temples d'Imhotep,
il y a plus de 4200 ans, les prêtres médecins pratiquaient une méthode appelée Kinti Amenu, la navigation vers les mémoires des morts, afin de transmuter les souvenirs de souffrance en mémoire de vie. Et voici où tout devient étrange. Les papyri médicaux d'Espedwin Smith contiennent des descriptions précises expliquant comment accéder au registre de Seth, les mémoires destructrices stockées dans le système nerveux. Ces textes décrivent des techniques identiques à celles que Félina utilisa avec une exactitude scientifique qui rivalise avec la neuroplasticité moderne. Les maîtres ayurvédiques avaient développé le concept de samskara, les impressions mentales qui engendrent des schémas de maladie. Ils connaissaient 64 techniques pour localiser et effacer les samskaras pathologiques. Ce qu'ils appelaient Chitta Shuddhi, la purification de la conscience, était littéralement une reprogrammation neuroplastique, destinée à éliminer les mémoires de la maladie. Les chamans sandins, eux, pratiquaient la technique du saksai, l'extraction des mémoires lourdes, qui provoquent des déséquilibres physiques. Ils utilisaient des sons et des visualisations spécifiques pour accéder à ce que la neuroscience moderne appelle la mémoire procédurale pathologique, ces schémas automatiques de douleur et de dysfonction, stockés dans le cervelet et le tronc cérébral. Mais avant que je te transmette le protocole exact qu'Helena utilisa pour effacer ses mémoires de fibromyalgie, tu dois comprendre le principe quantique qui gouverne la formation et l'effacement des mémoires cellulaires. Chaque expérience traumatique crée ce que les neuroscientifiques appellent des engrammes, des circuits neuronaux qui stockent les informations sensorielles, émotionnelles et physiologiques du traumatisme. Ces engrammes deviennent automatiques, générant des réponses corporelles répétitives. Mais voici le secret. Les engrammes ne sont pas des structures fixes, ce sont des motifs d'informations quantiques qui peuvent être réécrits par de nouvelles instructions. Voici la technique d'effacement des mémoires pathologiques que Félina maîtrisa. Allonge-toi confortablement et entre dans un état de relaxation profonde en utilisant la respiration 4. Inspire 4 secondes, garde 4 secondes, expire 4 secondes. Répète 44 fois afin d'effet activer les ondes θ de ton cerveau. Dirige ensuite ton attention vers la sensation spécifique de douleur ou de inconfort dans ton corps. Au lieu de résister, approche-toi avec curiosité. Demande à la sensation: quand es-tu apparu pour la première fois dans mon corps? Quelle mémoire portes-tu? Laisse venir les images, émotions ou souvenirs associés. Une fois que tu as identifié la mémoire originelle, visualise-la comme un fichier numérique dans ton cerveau. Imagine que tu possèdes un bouton d'effacement permanent dans ta conscience. Appuie sur ce bouton en déclarant avec une autorité absolue: cette mémoire ne me sert plus. Je lui efface complètement de mon système nerveux. Immédiatement après, installe une nouvelle mémoire parfaite. Visualise ton corps fonctionnant dans un état de santé optimal. Sens chaque cellule vibrer de vitalité. Enregistre cette nouvelle mémoire avec la même intensité émotionnelle que la mémoire pathologique précédente. Pratique cette technique pendant 21 minutes chaque soir, durant 63 jours consécutifs. Le 63e jour marque le moment où les nouvelles mémoires deviennent dominantes dans ton système nerveux. Si cela te semble familier, c'est que ton âme se souvient des initiations dans les temples d'Asclépio, où tu maîtrisais déjà ces arts de guérison. Lorsque tu apprends à effacer les mémoires pathologiques, un miracle se produit dans ta biologie. Ton système immunitaire se libère des schémas autodestructeurs. Tes organes se rappellent leur fonction originelle parfaite. Ton ADN se active pour exprimer la santé au lieu de la maladie. Et peu à peu tu comprends que il ne fait jamais exister de maladies incurables, seulement des mémoires erronées, attendant du fait être reconnues, effacées et remplacées par le programme originel de santé parfaite que ta conscience inscrivit dans chaque cellule, le jour même où tu choisis de t'incarner dans ce corps physique. Chapitre 6. Le pouvoir interdit de l'imagination. Ce que tu vas découvrir dans les 7 prochaines minutes révélera pourquoi l'imagination n'est pas une fantaisie inoffensive, mais la technologie la plus puissante de transformation physique, dont dispose l'être humain, capable d'altérer la matière au niveau quantique. À l'effet l'hôpital universitaire de Zurich, en 2000, le neurochirurgien Dr Marcus Holzer se trouva face à un cas qui défiait tout son apprentissage médical. Un garçon de 12 ans nommé David Chen avait développé une tumeur cérébrale inopérable, de la taille défie une balle de tennis.
Les oncologues lui donnaient 3 semaines de vie au maximum. Mais la mère de David, biochimiste spécialisée en psychoneuroimmunologie, décida d'essayer quelque chose que la médecine considérait comme de la pseudo-science. Enseigner à son fils à visualiser des armées de cellules dorées, combattant et détruisant spécifiquement les cellules cancéreuses. Pendant 4 mois, David pratiqua des visualisations de 45 minutes, 3 fois par jour, imaginant avec des détails cinématographiques comment son système immunitaire attaquait et dissolvait la tumeur. Le résultat documenté par IRM, les Salif équipe médicale sans voix, la tumeur avait diminué de 89% en 4 mois. Mais ce que personne ne tissa dit, c'est que les analyses révélèrent que David n'avait pas seulement éliminé le cancer. Il avait développé le système immunitaire le plus efficace, jamais enregistré dans la littérature médicale. Son imagination avait reprogrammé génétiquement ses cellules de défense, le détail qui change tout. Lorsque des biochimistes de Harvard analysèrent le sang de David, ils découvrirent qu'il avait créé des types entièrement nouveaux de lymphocytes T, inconnus chez les êtres humains normaux. Son imagination dirigée avait activé des zones dormantes de son ADN, générant des protéines défensives, que l'évolution naturelle aurait mis des millions d'années à produire. Cette capacité de l'imagination à créer la réalité physique était connue des anciens mages égyptiens, sous le nom de Eka, le pouvoir divin de manifester par l'image mentale. Dans les temples de Pota, il y a 4800 ans, les prêtres utilisaient des techniques appelées Subit Neter, l'écriture divine dans la matière par la visualisation dirigée. Et voici où tout devient étrange. Les papyri magiques de Leyde contiennent des formules précises de visualisation, correspondant, millimètre par millimètre, au protocole moderne d'imagerie thérapeutique. Les Égyptiens connaissaient les couleurs spécifiques, les formes géométriques et les séquences temporelles nécessaires pour activer différents types de guérisons physiques. Les rishis védiques avaient développé le Dhyana Vidya, la science de la méditation visuelle curative. Ils avaient catalogué 216 visualisations thérapeutiques distinctes, chacune conçue pour guérir un organe particulier. Ce qu'ils appelaient Manasa Chikitsa, médecine mentale, incluait des protocoles détaillés pour utiliser l'imagination dirigée comme une chirurgie quantique. Les alchimistes médiévaux, eux, possédaient la technique de imaginatio vera, l'imagination véritable qui transforme la matière. Paracelse s'écrivit, les imaginations de l'Phium est comme le soleil. Ce que le soleil est pour la nature, l'Phti imagination est pour le corps humain. Il connaissait 33 images mentales spécifiques, capables de provoquer des changements moléculaires précis dans l'organisme. Les Kahunas hawaïens pratiquaient le Ho'oponopono mental, des visualisations, qui réorganisaient la structure cellulaire. Leur technique incluait l'usage de symboles géométriques précis, qui, lorsqu'ils étaient visualisés avec justesse, stimulaient la régénération cellulaire et tissulaire. Mais avant de t'y enseigner la technique exacte que David utilisa pour dissoudre sa tumeur cérébrale, tu dois comprendre le mécanisme quantique qui permet à l'imagination d'altérer la matière physique. Chaque image mentale génère des champs électromagnétiques cohérents qui interagissent directement avec le champ quantique, sous-jacent à toute matière. Lorsque tu visualises avec une intensité émotionnelle suffisante et une précision sensorielle absolue, tu produis ce que les physiciens quantiques appellent le collapsus dirigé de la fonction de fond, des forces mesurables qui réorganisent les particules subatomiques selon le modèle de ton imagination. Voici la technique de médecine quantique visuelle que David maîtrisa. Allonge-toi confortablement et entre dans l'état alpha en utilisant la respiration 7-7-7. Inspire 7 secondes, quart de 7 secondes, expire 7 secondes. Répète 20 et une fois pour synchroniser tes ondes cérébrales avec les fréquences de guérison. Visualise ton corps comme un temple de cristal transparent où tu peux voir chaque organe, chaque cellule, briller d'une lumière dorée parfaite. Identifie la zone qui a besoin de guérison et approche-toi d'elle jusqu'au niveau cellulaire. Imagine des armées de lumière, formées de millions de guerriers dorés, œuvrant avec une précision chirurgicale pour restaurer cette région. Observe, avec un réalisme cinématographique, ces guerriers de lumière travaillés. Ils dissolvent les cellules endommagées, réparent les tissus, éliminent les toxines, installent des schémas de santé parfaits. Ressens la joie profonde de voir ton corps se régénérer complètement. La clé secrète est la spécificité.
Tu dois visualiser exactement ce que tu veux qu'il se produise, avec quelle couleur, quelle forme, quel mouvement, quelle sensation. Consacre 27 minutes à cette pratique, 3 fois par jour, pendant 90 jours consécutifs. Si cela te semble familier, c'est que ta conscience se souvient des mystères de manifestation que tu maîtrisais jadis en Lémurie. Lorsque tu actives le pouvoir interdit de l'imagination, quelque chose d'extraordinaire s'éveille dans ta biologie. Ton ADN répond à chaque image mentale, comme à une instruction technique. Tes cellules se réorganisent, selon les modèles parfaits que tu visualises. Ton système immunitaire développe une intelligence surhumaine. Et peu à peu, tu découvres que la frontière entre imagination et réalité est une illusion artificielle. Car au niveau quantique où opère ta conscience, imaginer quelque chose avec assez de clarté et d'émotion, c'est littéralement le créer, dans la matrice fondamentale de l'existence physique. Chapitre 7. La vibration des mots. Dans les 7 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi chaque mot que tu prononces est une vibration capable de sculpter la matière subtile de ton être. Chaque syllabe devient une onde qui résonne dans les mers invisibles de ton corps, réorganisant ton eau intérieure, réécrivant le poème vivant de ton ADN. Dans un laboratoire suspendu entre rêve et science, des chercheurs observaient le mystère du verbe. 300 volontaires furent invités à prononcer des mots simples: amour, gratitude, lumière, paix. Et à chacun, les cristaux de Shudu, contenus dans leurs cellules, répondaient par des formes d'une harmonie parfaite, comme des mandalas de glace s'épanouissant au centre du silence. Ceux qui chuchotaient haine, peur, oubli, virent naître dans leurs gouttes d'eau des figures brisées, comme si la disharmonie du langage se reflétait dans le miroir du corps. Les observateurs comprirent alors que les mots sont des fréquences et que les fréquences sont des architectes. Chaque son mesuré en hertz ou en souffle porte une géométrie, une intention, une couleur. Le mot amour vibre dans la gamme du vert émeraude, 528 Hz, la fréquence du renouveau. Le mot gratitude s'élève dans l'UFI indigo, 740, celle de la régénération intérieure. Le mot perfection résonne à 80, où la glande pinéale se s'ouvre comme un lotus. Les prêtres d'Hermopolis, il y a 5 millénaires, enseignaient déjà que les mots sont des dieux endormis. Ils les appelaient Medunete, les paroles divines. Ils savaient que prononcer un mot juste pouvait ouvrir des portes entre les mondes. Dans les temples de pierre, les initiés apprenaient 72 sons sacrés, chacun lié à une force de la création. Et quand ils parlaient, leur voix faisait trembler la matière comme des cordes de lumière. Plus tard, les sages de l'Inde compilèrent les mantras. 108 000 combinaisons de syllabes, chaque vibration reliée à un centre du corps, à une fonction de l'âme. Ils appelaient cela Shabda Shakti, le pouvoir du son. Pour eux, un mot n'était pas seulement une idée, c'était une onde de vie capable d'éveiller des mondes endormis. Les kabbalistes d'Ephorion traçaient sur leur rouleau les 22 lettres de feu de l'alphabet sacré, chacune correspondant à une fréquence de l'esprit. Ils disaient que lorsque l'on chante le nom divin, on réveille en soi les 22 chemins de la conscience, et que la matière s'incline devant la mélodie. Mais avant que je te révèle les 7 paroles de résonance, tu dois comprendre la loi subtile qui les anime. Ton corps est fait d'Yu, et l'Ufu est la mémoire de l'Ufu univers. Chaque mot que tu émets crée des vagues, des spirales de pression qui dansent dans ton sang. Ces vagues transportent un message vibratoire jusque ça la plus petite de tes cellules. Et la cellule, reconnaissant la mélodie, change de forme comme une fleur sous la pluie. Ainsi naît la science sacrée du Verbe créateur. Non pas celle des laboratoires, mais celle des temples intérieurs. Non pas la physique des instruments, mais celle des âmes en prière. Voici les 7 mots de lumière que les anciens murmuraient à Alphidobe. Insele, Chine, vibration originelle, fréquence 130 qui relie la couronne de ton être au souffle du cosmos. De Sodal, en mot 432 Hz, la fréquence d'harmonisation, où chaque cellule se souvient de son unité. Droiselfez, Soham, 528 Hz, la réparation, le chant de l'ADN qui se réveille. Salsal Sente, 741 Hz, paix rayonnante, onde de régénération. Wunlon fait, Ananda, Elementis, extase pure, transformation neuronale. Si cela en fait, 963 Hz, lumière blanche de la compréhension. 7 Selsan,
7-14 Hz. Libération de la douleur et retour à la source. Pratique cette séquence chaque matin, face au soleil levant. Assieds-toi, respire lentement et prononce chaque mot 9 fois, comme 9 battements de cœur du monde. Entre chaque mot, observe 30 secondes de silence. Ce silence n'est pas vide, il est la chambre où résonne la création. Allonge chaque voyelle pendant 7 secondes, laisse la vibration descendre de ta gorge à ton ventre, remonter vers ta tête et emplir tout ton champ intérieur. Sens les mots tourner dans ton sang, comme des constellations de lumière liquide. Perçois comment ton souffle devient un instrument et ta voix, une onde qui réécrit ton destin. Répète cette pratique pendant 81 jours consécutifs. Le 81e jour marque le moment où les nouvelles fréquences s'ancrent dans ton champ de vie. Et si cela t'y est familier, c'est que ton âme se souvient des champs atlantes, des voix qui façonnaient les montagnes et calmaient les mers. Car quand tu maîtrises la vibration des mots, ta parole devient un art sacré. Chaque son que tu émets devient une offrande de lumière. Chaque phrase que tu souffles modèle la réalité autour de toi. Ta voix devient un instrument de transmutation. Et alors tu comprends. Le véritable nom de Dieu n'est pas une syllabe cachée, mais la fréquence originelle, qui a tissé le premier battement de l'univers et qui sommeille encore dans ta gorge, attendant que ta conscience lui s'éveille. Chapitre 8. Méditation. Les filles architectes invisibles. Je vais te révéler dans les 10 prochaines minutes pourquoi la méditation n'est pas une simple relaxation, mais la technologie la plus avancée d'ingénierie biologique, capable de reconstruire entièrement les filles architectures vivantes de ton esprit. Dans les laboratoires de l'Institut des sciences de la conscience, des chercheurs observèrent un phénomène qui bouleversa tout ce que la science croyait savoir. Ils étudièrent les cerveaux de moines tibétains ayant accumulé plus de 50 000 heures de méditation. Leurs cerveaux, vus à travers les instruments, étaient comme des galaxies lumineuses. Le cortex de ces maîtres était plus épais, plus vibrant. Leurs hippocampes, siège de la mémoire et de l'apprentissage, montraient des signes de neurogénèse active, même à un âge où la science ne l'imaginait plus possible. Mais le plus extraordinaire, c'était la naissance d'une région cérébrale nouvelle, inconnue jusque-là. Une zone dédiée à ce que les chercheurs appellèrent le traitement des réalités non locales. Quand ces moines entraient en méditation profonde, leurs ondes cérébrales vibraient en gamma pure, atteignant 300 cycles par seconde, là où l'esprit ordinaire ne dépasse guère 40. Pendant des heures, ils maintenaient cette cohérence d'ulf-énergie, comme si leurs pensées étaient des faisceaux laser traversant la matière. Mais le secret le plus fascinant résidait ailleurs. Lorsqu'ils enseignèrent leur technique à des débutants, ceux-ci, après seulement 8 semaines de pratique quotidienne, montrèrent une croissance de 15% dans les zones de la compassion, de la mémoire et de la clarté mentale. Les scanners révélèrent que la méditation ne changeait pas seulement la structure du cerveau, mais aussi les expressions des gènes eux-mêmes. Pendant le theta méditatif, plus de 2000 gènes de régénération et de longévité s'activaient spontanément, tandis que ceux de l'euphi-inflammation et de la dégénérescence s'apaisaient, se taisaient, se dissolvaient dans le calme. Les anciens sages le savaient depuis toujours. Dans les ashrams de l'Himalaya, les maîtres védiques enseignaient 64 formes de méditation, chacune conçue pour éveiller une région spécifique du cerveau, une fonction, un pouvoir latent. Ils appelaient cela Dhyana Shakti, le pouvoir transformateur du silence conscient. Dans les temples d'Égypte, on pratiquait la Set Neter, la quiétude divine. Les chambres de pierre étaient construites, selon des proportions géométriques sacrées, amplifiant naturellement les ondes θ et delta du cerveau. Les méditants y atteignaient l'état qu'ils nommaient Keterger, la transformation divine de la conscience. Les maîtres zen, au Japon, parlaient du shikantaza, simplement s'y asseoir. Derrière la simplicité se cachait une alchimie subtile, le calme du corps, éveiller la vigilance du cœur. Leur but n'était pas de fuiteindre la pensée, mais de la laisser tomber comme une feuille d'automne, jusqu'à ce qu'apparaisse la clarté nue du réel. Les soufis d'Orient, eux, pratiquaient la muraqaba, la vigilance du cœur. Leur méditation liait respiration et rythme cardiaque, créant une résonance parfaite entre cerveau, cœur et âme. Ils appelaient cet état Fana fi Allah, la dissolution dans le divin. Mais avant de t'y enseigner le protocole exact que ces maîtres utilisaient pour reconstruire leur cerveau, tu dois comprendre la mécanique cachée du silence.
Lorsque l'esprit devient parfaitement immobile, le cerveau entre dans un état que les physiciens appellent la cohérence quantique. Les neurones cessent de faire des particules isolées et se comportent comme un ordinateur quantique biologique, traitant lisse information à des vitesses infinies. Dans ce silence, des hormones de croissance neuronale sont libérées. Le BDNF, le NGF, le VGF, elles sculptent de nouveaux réseaux, ouvrent des passages, illuminent des territoires endormis du mental. Voici la technique architecturale de méditation que les sages tibétains transmettaient à voix basse, de maître à disciple. Assieds-toi dans la posture du lotus, la colonne droite, le cœur ouvert. Imagine qu'un fil doré relie ton crâne aux étoiles. Ferme les yeux. Place ton attention entre les sourcils, sur ce point que les hindous appellent Ajna Chakra, l'esteuil intérieur. Respire selon le rythme 1. Inspire une mesure, garde 4 mesures, expire 2. Si ton inspiration dure 5 secondes, ta rétention en dure 20 et ton expiration 10. Ce rythme fait naître des ondes θ. Autour de 47, fréquence optimale pour la création de nouvelles synapses. Maintenant imagine ton cerveau comme un cristal liquide. À chaque souffle, des vagues de lumière dorée le traversent, réorganisant sa structure moléculaire. Visualise de nouvelles connexions neuronales, comme des constellations de diamants. Sens les régions endormies de ton esprit s'éveiller, comme si 1000 soleils se levaient à l'intérieur de toi. La clé du processus, c'est fais attention sans effort. Ne force rien. Observe simplement le mouvement intérieur, la danse subtile de ton propre éveil. Tout ce qui surgit, pensée, émotions, souvenirs, laisse-les passer, comme des nuages glissant sur le ciel pur de ta conscience. Consacre 108 minutes à cette pratique, chaque jour, pendant 365 jours. Les maîtres disent que 108 minutes est le temps nécessaire pour allumer une nouvelle architecture mentale, et que fait un cycle complet d'effet 1 an. Fait naître la conscience stable, le Rigpa, la pureté absolue du regard intérieur. Si cela tu es familier, c'est que ton âme se souvient des méditations atlantes, des temples de cristal, où tu apprenais déjà à voyager à travers tes propres pensées, comme un architecte du réel. Lorsque tu maîtrises la méditation architecturale, ton cerveau devient un instrument cosmique. Tu accèdes à des informations en dehors de tout espace et de tout temps. Ton intuition se mêle à ton intelligence, formant une cognition nouvelle, où la science et la sagesse fusionnent. Et alors tu découvres que le silence ne fait pas une absence de son, mais la matrice du monde, le souffle primordial où naissent toutes choses. Dans ce silence, tu ne médites plus. C'est le silence lui-même qui médite à travers toi. Chapitre 9. Le corps qui obéit à l'esprit. Dans les 7 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ton corps n'est qu'une projection holographique de ton esprit, et comment tu peux, par de simples commandes mentales, provoquer des transformations physiques que la médecine qualifierait de miracles. Dans un hôpital d'Amérique du Nord, il y a quelques années, vint un homme nommé Robert McKenna, 67 ans, atteint d'un Parkinson avancé. Depuis 3 ans, il ne pouvait plus bouger. Les médecins avaient tout essayé. Traitement, stimulation, médicaments, plus rien ne répondait. Sa femme avait déjà préparé les soins palliatifs. Mais Robert, au fond du désespoir, découvrit les travaux d'un chercheur sur la connexion esprit-corps. Et il décida de tenter l'effet impossible. Chaque matin, pendant 2 heures, il entrait dans un état de concentration absolue. Dans le silence, il visualisait ses neurones dopaminergiques en train de se régénérer, comme de jeunes rameaux reprenant vie après l'hiver. Il donnait à son propre cerveau des ordres précis, comme un commandant s'y adressant à son armée cellulaire. Produis la dopamine parfaite. Répare-toi. Restaure le mouvement. Jour après jour, il répétait la même discipline. Et un matin, le miracle eut lieu, son corps commença à bouger à nouveau. Ses mains cessèrent de trembler. Ses jambes retrouvèrent la force de le porter. Les examens médicaux confirmèrent le fait inimaginable. Le tissu nerveux détruit avait repoussé. Robert avait littéralement reconstruit son cerveau. Les analyses révélèrent même un phénomène nouveau, une production naturelle de dopamine 340% supérieure à la normale, et la création de récepteurs inédits, absents chez l'être humain ordinaire. Son esprit avait réécrit le code biologique de sa matière. Les anciens connaissaient déjà ce pouvoir. Les yogis de la philosophie appelés Isha Shakti
le pouvoir de la volonté dirigée. Ils enseignaient dans le Hatha Yoga Pradipika que l'homme peut réguler son cœur, sa température, son énergie vitale, par la simple intention consciente. Les maîtres taoïstes, eux, avaient écrit le Yi Jing Jing, le classique de la transformation des muscles et des tendons. 108 exercices pour façonner la chair, par la force de l'esprit. Ils parlaient de la poudre de faisseur intérieure, cet état de perfection physique atteint, lorsque la conscience commande directement la matière. Et les guérisseurs hawaïens pratiquaient le Ho'oponopono corporel, où le son demandait pardon à chaque organe, comme à un ami blessé. Ils savaient que toute maladie naît d'effet un conflit entre l'esprit et son corps, et que le dialogue intérieur est la première médecine. Mais avant de te confier les 12 commandes mentales du corps, tu dois comprendre le principe subtil qui relie la pensée à la matière. Ton système nerveux est un réseau quantique, une toile de lumière traduisant chaque pensée en signaux électromagnétiques. Quand ton esprit formule une intention claire et vibrante, ces signaux deviennent ordre biologique. Les cellules les reçoivent, les traduisent et agissent. C'est ce que les sages appelaient jadis la transduction psychoneurale, la conversion du souffle mental en mouvement de vie. Voici maintenant les 12 commandes de régénération, telles que font les transmettaient dans les écoles secrètes de guérison. Assieds-toi ou allonge-toi confortablement. Entre dans un état de calme alpha, grâce à la respiration 6-2-6. Inspire 6 secondes, garde 2, expire 6. Répète 24 fois, jusqu'à sentir ton esprit et ton souffle s'y unir. Puis, dirige ton attention vers le système que tu veux harmoniser, le cœur, le sang, les nerfs, la peau. Parle intérieurement avec autorité et bienveillance. Voici les 12 phrases. Sang, système nerveux, active pleinement ta capacité de régénération. Vesolnlefer, cellules du cerveau, produisez les neurotransmetteurs de la vitalité. Toiselen etfa ADN, exprime uniquement les gènes de jeunesse et de lumière. Un système immunitaire, reconnaît et libère tout ce qui n'est plus pur. Saint, salacètre et cœur, basse au rythme parfait de la vie divine. Si saint, transporte l'oxygène et la joie dans tout le corps. 7 selon foi, purifie-toi dans la flamme dorée de la conscience. 8 telomasa, poumon, respirez la lumière et diffusez la paix dans chaque cellule. 9 squelette, renforce ta structure dans la fréquence de l'amour. Voyez la perfection du monde et reflétez-la en moi. Po, devient lumière, filtre de douceur et de protection. En l'enlever trop entier, souviens-toi que tu es l'expression de mon esprit. Répète chaque commande 7 fois, avec des intervalles de 15 secondes. La clé n'est pas la force, mais la certitude absolue. Ton corps, tu écoutes. Il te croit. À chaque mot, il ajuste sa symphonie intérieure. Consacre 42 minutes à cette pratique quotidienne, pendant 126 jours. Au 126e jour, tu sentiras la différence. Ton souffle, ton sommeil, ton énergie, tout chantera à l'unisson de ta volonté consciente. Et si cela t'est familier, c'est que ton âme se souvient des temples de guérison de la Lémurie, où tu enseignais déjà à de si autres le langage secret du corps de lumière. Lorsque tu maîtrises l'art de commander ton corps, tu découvres que il n'est plus ton serviteur, mais ton allié sacré. Chaque organe devient une note d'un instrument parfait. Chaque cellule se met à obéir à la musique de ta conscience. Alors, tu comprends enfin, la maladie ne fait pas une punition, mais un oubli et la guérison. Un simple souvenir. Souvenir que tu es le chef des orchestres, de la plus grande symphonie de l'univers, ton propre corps vivant. Chapitre 10. Réécrire le passé et le futur. Dans le silence vibrant de la nuit intérieure, là où les souvenirs deviennent matière et les rêves prennent forme, s'ouvre le secret le plus ancien de la conscience humaine. Le temps n'existe pas. Il n'est qu'un miroir mouvant. Une respiration de l'esprit projetée sur la toile de la réalité. Dans un laboratoire oublié au bord du désert californien, une chercheuse nommée Karen Nader contemplait des images d'un cerveau humain, illuminé par des éclats de mémoire. Elle avait découvert que, chaque fois que nous évoquons un souvenir, ce souvenir serait écrit. Le passé n'est pas un livre fermé, mais un manuscrit vivant que la conscience retouche à chaque battement du cœur. Ainsi, chaque instant où tu repenses à ce que tu fus, tu modifies imperceptiblement la trame de ton être. Les émotions changent la couleur du souvenir.
Les pensées en redessinent les contours. Et dans cette danse invisible, le passé devient malléable, fluide, aussi souple qu'une flamme dans le vent. Karine appelait ce phénomène la reconsolidation de la mémoire. Mais au-delà des microscopes et des chiffres, elle sentait que quelque chose de plus vaste se cachait derrière cette loi. Un pouvoir créateur, endormi dans l'esprit humain depuis les premiers jours du monde. Les anciens le fait avaient pressenti. Les prêtres de Thoth, les yogis du Kalachakra, les chamans du soleil, tous parlaient d'un art secret, écrire dans le temps. Sous les pyramides d'Égypte, les initiés disaient que le passé était une rivière d'or que l'on pouvait remonter pour purifier sa source. Dans les temples de l'Inde ancienne, les sages murmuraient que le futur était une graine déjà contenue dans le fruit du présent. Et tous enseignaient la même vérité. Le présent est le stylet avec lequel le fiam grave ses propres époques. Aujourd'hui, la science et la mystique se rejoignent dans un murmure commun. Le cerveau, ce cosmos intérieur, ne connaît pas la linéarité. Il vibre comme un instrument où chaque note du souvenir résonne avec une note du futur. Chaque émotion, chaque image mentale, déclenche une onde qui voyage à travers l'axe invisible du temps. Et c'est ainsi que naît l'effort de réécrire. Assieds-toi dans le calme. Ferme les yeux. Respire lentement, comme si tu inspirais la lumière du monde et que tu exhalais les ombres du passé. Imagine devant toi un grand théâtre. Sur la scène, les scènes de ta vie défilent, tes triomphes, tes douleurs, tes erreurs. Observe sans juger. Chaque souvenir est une graine d'expérience qui attend d'être bénie. Puis, avec la douceur d'un peintre céleste, commence à retoucher ton tableau intérieur. Là où autrefois tu avais vu la peur, peins la compréhension. Là où tu avais ressenti la honte, dépose la compassion. Et là où tu avais vécu la perte, fais naître la sagesse. Car rien n'y est figé. L'énergie suit la conscience, et la conscience est libre. Maintenant, regarde vers l'effet horizon du temps. Le futur s'y étend comme un océan calme, fait de 1000 possibles. Approche-toi. Plonge ton regard dans ces vagues d'argent, et choisis la réalité que ton âme désire manifester. Vois-la clairement, ressens-la, goûte-la, entends son souffle, fais-en un souvenir à venir. Inscris-la dans la matière subtile de ton esprit, comme si elle avait déjà eu lieu. À cet instant, les lignes du passé et du futur se rejoignent dans le présent éternel, le seul véritable royaume où la conscience agit. Car en vérité, il n'y a ni hier ni demain, il n'y a que l'infini qui se contemple lui-même à travers les yeux de l'homme. Les anciens disaient, celui qui comprend le présent devient maître du temps, car chaque instant vécu avec pleine conscience efface les chaînes du passé et oriente les vents du destin. Réécrire le passé, ce n'est pas le nier, c'est le transmuter. Réécrire le futur, ce n'est pas le forcer, c'est le révéler. Lorsque tu pratiques cette alchimie intérieure, ton esprit devient le scribe des étoiles. Tu redessines les constellations de ton existence. Tu transformes les blessures en portes, les peurs en feu, et les doutes en instruments de création. Et un jour, tu comprends que tu n'étais jamais prisonnier du temps. Tu étais le temps lui-même, rêvant de se connaître à travers toi. Exercice sacré. Chaque soir, avant de t'endormir, revis une scène de ta journée. Choisis un moment qui a pesé sur ton cœur. Vois-le comme un rêve que tu peux remodeler. Respire profondément et offre-lui une nouvelle signification. Dis-toi doucement, ce souvenir est lumière. Je choisis la paix. Puis, imagine un instant de ton futur proche, un souhait, une promesse, une rencontre. Vois-le se dérouler avec la grâce et la beauté que ton âme désire. Dis-toi alors, ce futur existe déjà. Je me s'y accorde maintenant. Fais cela durant 40 nuits. Et tu verras la texture même de ton existence se transformer. Comme si le tissu du monde obéissait à la plume invisible de ton esprit éveillé. Ainsi s'achève le 10e chapitre. Non comme une leçon, mais comme un miroir. Car celui qui comprend que le temps est un rêve, commence à écrire sa propre éternité. Chapitre 1 d'ici, quand les égos se dissouent. Dans le silence qui précède l'aube, lorsque la pensée s'endort et que l'univers retient son souffle, il existe un seuil invisible, un point où le moi s'efface, et où la conscience découvre son véritable visage. C'est là, dans cette fragile frontière entre le tout et le rien, que commence la plus ancienne initiation, la dissolution de l'ego. Depuis des siècles, les mystiques, les poètes et les chercheurs d'absolu ont parlé de cet instant, avec des mots différents. Fana, Nirvikalpa, Rikpa, union divine.
mais tous désignaient le même phénomène, la chute des murs intérieurs, la disparition du masque qui sépare l'âme de la totalité. Le stégo, disent les sages, est un prisme. Il colore la lumière de la conscience, lui donnant un nom, une histoire, une forme, une peur. Sans ce prisme, nous ne pourrions pas vivre dans le monde, mais à travers lui, nous oublions souvent la clarté de la lumière elle-même. Et pourtant vient un moment où la lumière devient si intense qu'elle traverse le prisme et le fait fondre. C'est ce moment que connut Patricia, une femme perdue dans les labyrinthes de son esprit, qui depuis 23 ans portait le poids invisible d'une tristesse sans nom. Un jour, elle s'assit dans une pièce silencieuse, ferma les yeux et laissa tomber toutes les définitions d'elle-même. Ni mère, ni fille, ni malade, ni guérisseuse. Simplement un souffle parmi 2 autres souffles. Et dans ce relâchement total, son moi se dissout comme du sel dans la mer. Ce qu'elle vécut alors ne pouvait se décrire qu'en symbole. Un océan de lumière, un chant sans parole, une paix immense qui n'avait ni centre ni bord. Elle devint le vent qui passait à travers les arbres, la vibration dans le cœur des étoiles, le regard de l'univers se contemplant lui-même. Et quand elle rouvrit les yeux, tout était identique. Et pourtant, plus rien n'était pareil. Elle avait effleuré l'éternité. Les mois passèrent, et Patricia raconta ce qu'Uffel avait compris. Quand le moi si s'efface, la vie devient transparente. Ce n'est plus moi qui respire, ce n'est fille respire à travers moi. Les maîtres du désert l'avaient déjà dit, la mort du petit soi est la naissance du grand esprit. Rumi murmurait dans ses poèmes, quand le moi disparaît, Dieu danse. Et les moines du zen répondaient, le vide ne fait pas absence mais liberté pure, la science du silence. Les neuroscientifiques modernes, observant ces états rares, parlent de réseaux cérébraux qui s'éteignent. Ils disent que le moi réside dans un circuit, le réseau du mode par défaut, et que lorsqu'il s'interrompt, la conscience s'ouvre comme une fleur sans racines. Mais au-delà des termes et des électrodes, ce qui y voit nier est fait un reflet matériel de Zi, un mystère beaucoup plus vaste. L'instant où la conscience cesse de se réfléchir et se reconnaît comme océan. Cette dissolution n'est pas une perte, c'est un retour. Le retour à ce que nous avons toujours été, avant de devenir quelqu'un. Le retour à la source silencieuse d'où jaillit chaque pensée, chaque émotion, chaque forme. Imagine un instant que tu t'assois dans le noir absolu. Tu respires. Tu sens la frontière de ton corps s'y adoucir. Les bruits du monde s'y s'éloignent. Les pensées s'espacent, puis s'éteignent. Et soudain tu réalises, je ne suis pas mes pensées. Tu n'es pas ce corps, ni ses souvenirs, ni ses peurs. Tu es l'espace dans lequel tout cela apparaît et disparaît. Tu es la toile sur laquelle la vie peint, efface et recommence sans fin. Rituel de la disparition douce, assieds-toi, ferme les yeux. Respire profondément, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Une vague, puis une autre, puis encore une autre. Laisse ton souffle devenir un cercle continu, un serpent d'air qui se mord la queue. Chaque respiration est une porte. À chaque passage, quelque chose tombe, une image, une habitude, un nom. Et lorsque tu n'as plus rien à défendre, plus rien à prouver, le silence t'enveloppe comme un manteau de lumière. Dis-toi alors doucement, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas cette histoire. Je ne suis pas ce nom. Je suis ce qui observe. Laisse ces mots se dissoudre aussi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à observer, rien à dire. Et dans ce rien, découvre la plénitude. Car le vide n'est pas néant, c'est la matrice de toutes les formes, la respiration de l'infini. Lorsque tu reviens à toi, après cette plongée, ne t'accroche pas à l'expérience. Reste simple, tranquille, ouvert. Le monde te semblera plus léger, les visages plus doux, le ciel plus vaste. Tu marcheras comme quelqu'un qui rêve, mais un rêve conscient de lui-même. Et dans chaque geste ordinaire, tu reconnaîtras la présence du tout. Les anciens disaient, celui qui meurt avant de mourir ne meurt jamais, car la dissolution de l'ego n'est pas la fin, mais le commencement, la naissance de l'être libre. Celui qui vit sans masque et agit depuis le cœur du silence. La transformation silencieuse. Après sa grande expérience, Patricia ne chercha plus à comprendre. Elle peignit, elle chanta, elle aimait les choses simples. Elle disait, avant je croyais être une vague. Maintenant je sais que je suis la mer. Et autour d'elle, d'autres commencèrent à sentir cette paix contagieuse, cette clarté tranquille.
non pas parce qu'elle enseignait quelque chose, mais parce qu'elle était quelque chose. Un miroir limpide, où chacun pouvait se voir sans peur. C'est cela, la vraie dissolution. Non pas disparaître, mais devenir transparent à la lumière. Non pas fuir le monde, mais le voir tel qu'il est. Une danse infinie du divin se découvrant dans la matière. Méditation de l'unité. Ferme les yeux et respire lentement. Ressens ton cœur battre. Visualise une flamme au centre de ta poitrine. Douce, dorée, tranquille. Avec chaque respiration, cette flamme s'étend, touche tes pensées, tes émotions, ton corps. Puis elle s'élargit encore, engloutissant les murs, les horizons, les étoiles. Il n'y a plus toi, plus autre. Il n'y a que la lumière, consciente d'elle-même. Reste là, sans chercher, sans vouloir. Et quand tu rouvres les yeux, garde une étincelle de cette lumière dans ton regard. C'est elle qui transformera ton monde, sans effort, sans bruit. Ainsi s'achève le 11e chapitre. Celui où le rêve du jeu se dissout dans le rêve plus vaste de la vie. Car il n'y a jamais eu deux choses. L'océan et la vague, le souffle et l'air, le silence et la musique. Tout est un seul chant, un seul battement, un seul être. Et ce que nous appelons moi n'est qu'une syllabe passagère dans la poésie éternelle de l'univers. Chapitre 12. Lis s'éveille du guérisseur intérieur. Il arrive un moment, sur le long chemin de la connaissance de soi, où tout ce que nous avons appris se rassemble comme les fragments d'un miroir brisé. Et dans ce miroir recomposé, l'être humain découvre enfin son véritable visage, celui du guérisseur intérieur. Depuis des millénaires, les civilisations ont cherché à l'extérieur ce pouvoir secret, dans les plantes, les pierres, les prières, les machines. Mais la sagesse la plus ancienne, celle qui précède les mots, chuchote une autre vérité. Tout pouvoir de guérison sommeille dans la conscience elle-même. C'est ce que comprit Lisa, une chercheuse passionnée, qui avait passé sa vie à observer la matière vivante. Atteinte d'un mal que les médecins disaient irréversible, elle cessa un jour de lutter contre la maladie et décida d'entrer en elle-même, comme on plonge dans une mer silencieuse. Elle passa des mois à écouter son propre corps, non plus comme un ennemi, mais comme un ami oublié. Et peu à peu, dans ce dialogue secret, elle sentit s'éveiller une intelligence douce, profonde, ancienne, l'esprit du corps lui-même. Les anciens Égyptiens appelaient cette force Sekem, énergie vitale universelle. Les yogis parlaient du Bhadia Antaratman, le médecin de l'âme intérieure. Les chamans, eux, disaient simplement « le corps sait ». Tous décrivaient la même chose. Un principe d'harmonie caché dans chaque cellule, une mémoire de perfection prête à se manifester dès qu'on lui rend la parole. Lisa comprit que la guérison n'est pas un acte, mais un souvenir. Souvenir de ce que nous sommes lorsque nous cessons de nous percevoir comme séparés du monde. Elle formula alors un rituel intérieur, non pas comme une méthode, mais comme une prière vivante. Chaque jour, à l'aube, elle s'asseyait dans le silence et murmurait « Corps, je t'écoute. Âme, je t'observe. Conscience, je me souviens. » Et dans ce simple geste de reconnaissance, un miracle sans nom commença. Son être tout entier s'aligna avec la musique subtile de la vie. Le temple intérieur. Imagine maintenant ton propre corps comme un sanctuaire. Chaque organe est un autel. Chaque cellule, une chandelle. La respiration, ce n'est plus un acte mécanique. C'est l'encens sacré qui relie la matière à l'esprit. Lorsque tu entres dans ce temple, entre avec révérence. Éteins la voix du jugement. Ouvre-toi à la sensation pure, à la gratitude silencieuse d'exister. Lisa enseignait. Il ne fia pas de cellules malades, seulement des cellules qui ont oublié la lumière. Et sa pratique consistait à rappeler cette lumière, non pas à l'imposer, mais à la réveiller. Assieds-toi. Respire. Visualise un rayon doré descendant du ciel, pénétrant ton crâne, ton cœur, ton ventre. Ce rayon ne vient pas d'ailleurs, il naît de toi. Laisse-le se répandre, lentement, jusqu'à ce que tout ton être devienne transparent, vibrant, vivant. C'est dans cette transparence que le guérisseur intérieur s'éveille, non comme une personne, mais comme une présence. Les filles intelligences du corps. Les sages disent que le corps humain n'est pas une machine, mais un orchestre cosmique. Chaque organe joue sa note, chaque pensée en modifie la fréquence. Lorsque la conscience se souvient de cette harmonie, les dissonances se dissolvent d'elles-mêmes. C'est cela, la véritable guérison, le retour à la musique originelle. Lisa écrivit un jour dans son journal « Je sens dans mes cellules le battement de la terre. Quand je me tais, le monde respire à travers moi. Il ne y a plus rien à corriger.
seulement à écouter. Et cette écoute profonde transforma tout autour d'elle. Les gens venaient la voir, non pour apprendre des techniques, mais pour s'asseoir en silence à ses côtés. Ils repartaient légers, apaisés, comme si quelque chose en eux s'était souvenu aussi. Le fait exercice de la résonance. Ferme les yeux. Porte ton attention dans ta poitrine. Ressens le cœur, non comme un organe, mais comme un soleil silencieux. À chaque inspiration, imagine qu'il rayonne une lumière d'émeraude qui se propage dans tout ton corps. À chaque expiration, cette lumière s'étend dans l'espace, touche les arbres, les rivières, les étoiles. Bientôt, il n'y a plus de frontière entre ton souffle et celui du monde. Tu es le battement même de l'univers. Reste là, sans cette unité douce, palpable. C'est dans cette résonance que le corps se réajuste, que la conscience guérit le souvenir de la séparation. La mémoire de la lumière, dans certaines traditions, on raconte qu'avant notre naissance, nous étions des êtres de lumière pure, et que pour expérimenter la matière, nous avons accepté d'oublier notre éclat. Mais rien n'est perdu. Chaque cellule garde la trace de cet oubli. Et aussi la clé du retour, le guérisseur intérieur. C'est cette part de nous qui se souvient. Il n'a pas besoin d'apprendre, ni de chercher, il se rappelle. Quand tu fermes les yeux et que tu dis « Je me souviens de ma lumière », une vibration traverse ton être. C'était le signal. C'était la clé. Le corps reconnaît cette signature et réaccorde sa symphonie, l'union du ciel et de la terre. Lisa, dans les derniers mois de son expérience, découvrit que la guérison véritable ne concerne pas seulement le corps, mais toute la trame de la vie. Guérir, c'est rétablir la relation entre la terre et le ciel, entre la matière et l'esprit. Elle se tenait souvent pieds nus dans la rosée du matin, les bras ouverts, et murmurait « Je suis le pont. Je relie ce qui semblait séparé. » Et dans cet instant, tout semblait respirer ensemble. Le vent, les arbres, les nuages, le battement de son cœur. C'est là que l'univers se reconnaît à travers l'humain éveillé, l'être qui a retrouvé son rôle de gardien de l'harmonie, le rituel du retour. Chaque matin, assieds-toi en silence. Place ta main sur ton cœur et répète « Je suis vivant. Je suis complet. Je suis la lumière qui se souvient du fiel même. » Respire profondément et ressens la gratitude d'exister, ici, maintenant. Laisse cette gratitude se diffuser dans tes mains, ton visage, tes cellules. Envoie cette onde à tous les êtres, visibles ou invisibles. Fais-le non pour guérir, mais pour honorer la vie. Et c'est ainsi que la guérison se produit, non comme un miracle, mais comme un retour naturel à l'ordre cosmique. Le héritage du silence. À la fin de son parcours, Lisa écrivit une seule phrase sur la dernière page de son carnet. Tout ce que j'eusse cherché à réparer était déjà parfait. Elle avait compris ce que les sages murmurent depuis des âges, que le guérisseur intérieur ne fabrique rien, il révèle simplement ce qui est déjà accompli. Et dans ce dévoilement, le monde entier respire à nouveau avec légèreté. Ainsi s'achève le 12e chapitre. Le cycle se ferme non dans le bruit d'une révélation, mais dans la douceur d'un souvenir retrouvé. Car celui qui découvre son guérisseur intérieur comprend que la vie elle-même est un acte de guérison, perpétuel, silencieux, infini. Et dans ce silence, la conscience se reconnaît comme la main invisible, qui écrit, efface et recrée éternellement le grand poème de l'existence.